Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré à la réforme universitaire en Afrique, avec aujourd'hui un premier dossier sur le système LMD, licence master doctorat au cas du Burkina Faso. Au programme également de cette émission, le Tchad frappé par un nouvel attentat terroriste samedi en plein cœur de N'Djamena, la capitale, et le Burundi repousse l'élection présidentielle au 21 juillet prochain. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes Malika Char, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Daouda Tal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous qui nous regardent. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. N'Djamena, la capitale tchadienne, a de nouveau été frappée ce samedi par un attentat terroriste revendiqué par Boko Haram. L'attaque a fait une quinzaine de morts et plus de 80 blessés. Un nouvel attentat qui soulève des questions quant au nouveau dispositif sécuritaire. Lisa Siakizimena. N'Djamena, la capitale tchadienne, a été encore une fois le théâtre d'un acte terroriste. Un kamikaze déguisé en femme et qui portait une burqa s'est fait exploser samedi 11 juillet devant l'entrée du marché central. Bilan, 15 morts et plus de 75 blessés. La population n'arrive pas à écouter la voix du gouvernement et à prendre à son niveau, à s'assurer d'un certain nombre de contrôles. Donc, comme nous, on parle souvent de la solidarité et tout ça, quand quelqu'un vient d'emblée, on ne se méfie pas de lui. On laisse entrer les gens et tant qu'on aura cette mentalité, tant qu'on aura à faire face au terrorisme. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que le Tchad est frappé par de telles attaques. Le 15 juin 2015, 2 attentats ont visé simultanément le commissariat central et l'école de police, faisant 38 morts. Face à cette menace terroriste, les autorités tchadiennes sont appelées à renforcer encore une fois les mesures de sécurité. Le gouvernement doit davantage renforcer les mesures de contrôle, essayer d'augmenter les aspects techniques de contrôle, c'est-à-dire avec les caméras de surveillance, le contrôle physique. Mais le grand travail reste au niveau de la population. Si on veut finir avec le Boko Haram, je crois que la population doit être sensibilisée pour que à n'importe quel point du territoire, les gens prennent conscience du danger et qu'ils se prépare en conséquence à dénoncer tout ce qui est suspect pour permettre aux autorités de prendre les mesures y afférentes. Le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué ses attentats suicides de N'Djamena. Le Tchad est devenu une cible de Boko Haram depuis sa participation en février à une opération militaire régionale visant à chasser le groupe islamiste au nord-est du Nigeria. Malik, est-ce que cet attentat, ce nouvel attentat perpétré à N'Djamena, est-ce que ça révèle que finalement le dispositif sécuritaire mis en place par le Tchad après le premier attentat, finalement il n'est pas si fiable que ça? Ces attentats sont assez récents. Le Tchad a connu cette période sanglante très récemment. Donc il y a justement une adaptation qu'il faut avoir face à ce groupe terroriste qui procède justement par attentat-suicide parce que c'est le seul moyen qu'il a justement pour déstabiliser les pays de la région. Je pense qu'il y a une adaptation. Quand vous êtes dans une guerre qui, moi, me semble asymétrique, la guerre du terrorisme, ça demande un temps d'adaptation à l'armée tchadienne et j'espère qu'elle s'adaptera aux divers mouvements. C'est très difficile, hein, c'est une lutte qui est difficile, la lutte contre le terrorisme et ce nouveau terrorisme qui est de plus en plus transfrontalier. J'espère que la coopération qui est mise en place avec les États va apporter ses premiers fruits. Je pense que le Nigeria, qui essaie de se réveiller et essaie de contrer Boko Haram, va beaucoup avantager le Tchad, mais il est certain qu'il ne faut pas que le Tchad soit déstabilisé, parce que si le Tchad est déstabilisé, ça pourrait créer un couloir entre la Libye et la zone de Boko Haram plus au sud, qui est active au Nigeria et au Cameroun, et là, ça serait désastreux. Mais je suis confiant, je pense que l'armée tchadienne est une armée quand même assez efficace. Daouda, l'attaque a été perpétrée par un terroriste qui était dissimulé sous une burqa, le voile intégral qui avait été interdit par le Tchad après le premier attentat. Est-ce que la mesure est difficile à appliquer ?
Oui, une mesure comme celle-ci, elle est difficile à appliquer parce que vous ne pouvez pas mettre un policier à chaque coin de rue pour qu'il surveille les populations et leur accoutrement. Donc c'est effectivement très difficile à surveiller. Et de façon plus globale, bon, on a vu que le Tchad était quand même, son armée est très efficace sur les terrains qu'on a connu le Mali, même avec Boko Haram, sauf que là, elle est attaquée de l'intérieur. Donc, et c'est cette forme de menace qui est difficile à contenir. Il n'y a aucun pays au monde qui peut garantir sa sécurité à 100% par rapport à ce type d'attaque. Mais ce qui me semble important sur cet élément, c'est de bons services de renseignement pour effectivement infiltrer les populations et voir dans quelle mesure les gens s'organisent pour pouvoir porter des ceintures explosives comme celle qu'on a vue malheureusement. Jean-Marie, on disait ces dernières semaines, Boko Haram affaibli. Finalement, on le voit sur tous les fronts, Nigeria, Niger, Cameroun, Tchad. Est-ce qu'on peut penser que son allégeance à l'État islamique lui a permis d'avoir de l'aide? Ils ont sûrement eu de l'aide parce que quand vous avez un groupuscule, moi j'appelle ça un groupuscule comme Boko Haram qui se développe, obligatoirement, Fanny, il faut avoir de l'aide internationale. Si vous n'avez pas d'une aide internationale, vous ne pouvez pas vous implanter dans un pays durablement et surtout avec un armement lourd qui permet de contrer, comment dirais-je, les armées régulières qui sont déjà installées en tant que telles. Donc à partir de là, il faudrait une coopération internationale. On parle du terrorisme, il ne touche pas que les États africains. Le terrorisme, on le retrouve pratiquement, c'est une préoccupation mondiale aujourd'hui. Donc il est temps qu'on puisse un peu mieux surveiller tout ce qui est commerce d'armes dans le monde, c'est-à-dire dès qu'on détruit un foyer, ça c'est parti de quoi? C'est parti de la déstabilisation, comment dirais, des États arabes. Hein, il faut pas s'en cacher. Donc de cette déstabilisation-là, les armes se mettent à circuler. Bon, moi, de mon point de vue, il aurait fallu sécuriser, comment dirais-je, avec les forces occidentales qui ont été à la base, si vous voulez. C'est vrai que les printemps sont partis des populations arabes, mais la Libye dont on parle aujourd'hui, il aurait fallu, comment dirais-je, que les forces internationales puissent mieux sécuriser la Libye, sachant très bien que la Libye était lourdement armée. Donc à partir de là, il faudrait quand même que la coopération internationale soit beaucoup plus efficiente dessus et beaucoup plus efficace en tout ce qui est le contrôle des armements. Tous les conflits que nous avons aujourd'hui, tous les groupuscules que nous voyons dans tous les différents pays africains sont des groupuscules qui sont financés, si vous voulez, par l'aide extérieure. Quand je dis aide extérieure, vous avez, si vous voulez, des exploitations minières qui servent de ça, l'or, le diamant, ainsi de suite. Donc il va falloir essayer de couper ça, si vous voulez, par rapport aux groupes transnationaux qui financent, si vous voulez, ces groupes-là derrière pour leur profit. Merci. Dans l'actualité également, au Burundi, l'élection présidentielle prévue le 15 juillet a été repoussée au 21 juillet, un délai consenti par le président Pierre Nkurunziza, mais qui ne répond pas à la demande de la communauté est-africaine qui demandait un report de 2 semaines. Quant à l'opposition, elle ne souhaite toujours pas y participer. Lisa Siakizimana. L'élection présidentielle au Burundi, fixée au 21 juillet. Le report a été décidé par un décret que le président Pierre Nkurunziza a signé ce vendredi 10 juillet 2015 en réponse à l'une des résolutions du mini-sommet de la communauté est-africaine du 6 juillet 2015 qui demandait un report de la présidentielle du 15 juillet au 30 juillet 2015. Le sommet de la communauté des pays de l'Est de l'Afrique avait demandé au Burundi de reporter les élections de 2 semaines et le président Nkurunziza n'avait pas fermé les portes de ce report et aujourd'hui, finalement, il accepte le report d'une semaine, c'est-à-dire qu'il coupe la poire en deux pour satisfaire la communauté internationale, surtout les pays de l'Est Afrique, et en même temps, pour des raisons internes, pour que ça ne dépasse pas la période où il doit être investi s'il est élu. C'est purement interne, et donc, aux côtés de l'opposition, cela ne change pas beaucoup de choses parce que déjà, il y a les gens qui voulaient se faire inscrire, qui ne sont pas inscrits. En même temps, il y a ce problème de 3e mandat qui est contesté par beaucoup de gens. Ce report ne satisfait pas encore l'opposition. Elle estime en effet que les conditions ne seront pas réunies en une semaine pour aller vers une élection crédible et transparente. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, candidat indépendant à cette présidentielle de 2015, y renonce. Je ne vais pas dans ces élections. Parce que justement, depuis l'organisation, il y a depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est vraiment une mascarade d'élections qui sont loin de garantir la conscience, de garantir la crédibilité. Pour l'intérêt de la démocratie, pour l'intérêt de la paix, pour l'intérêt de la sécurité,
nous réclamons toujours qu'il y ait ces négociations entre les différents protagonistes, non pas sur un système à mettre en place au Burundi, mais sur les conditions qu'il faudrait remplir pour se garantir des élections libres et démocratiques. J'entends des arguments qui sont donnés ici ou là, des gens qui pensent qu'on veut remettre en cause ceci ou cela. Non, nous remettons en cause la mauvaise gouvernance du parti CNDD-FDD. La période de la campagne de l'élection du président de la République est donc prorogée jusqu'au 18 juillet. Le calendrier des sénatoriales n'a pas changé pour l'instant. L'élection des sénateurs reste fixée au 24 juillet 2015. Daouda, comment est-ce qu'on peut interpréter ce report d'une semaine seulement, puisque c'était 2 semaines qui étaient demandées par la communauté est-africaine? Est-ce que c'est une manière pour le président burundais de dire qu'il entend la communauté est-africaine, mais que finalement il ne cède pas? Oui, ça revient un peu à cela, Fanny. Bon, il y a un report qui est là. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu une forte pression, à la fois de la part de la communauté internationale, comme de la part de ses voisins en Afrique de l'Est. Donc, c'est ce qui le fait réagir un petit peu. Moi, je trouve que c'est plutôt une réaction symbolique, plus qu'une réaction qui va dans le sens de l'apaisement. Et puis, n'oublions pas qu'il y a les Nations Unies ont une nouvelle envoyée spéciale dans la région. Et on se souvient que M. Djinnit, par exemple, qui était là, ne s'entendait pas trop avec le pouvoir, finalement, ce qui a conduit à son départ. Aujourd'hui, il y a M. Abdoulaye Bathily qui a été nommé là comme représentant des Nations Unies. Et déjà, à peine il entame les négociations, à peine les partis ne l'acceptent pas. Donc, quelque part, il y a un gros problème à ce niveau-là, tout aussi bien du côté pouvoir, mais l'opposition a aussi un petit peu de mal à s'organiser parce qu'il y a un pouvoir solide en face, hein, ce qui est assez dommage. Moi, je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose, ce report, et malheureusement, pour les détracteurs d'un 3e mandat et heureusement pour le pouvoir, mais je pense qu'on va vers des élections. Jean-Marc, est-ce qu'un report d'une semaine peut permettre une reprise de dialogue quand même? Je ne pense pas, c'est-à-dire le président Nkurunziza, il acte plus ou moins sa victoire, qui est déjà une victoire annoncée, dans la mesure où le point essentiel de cette lutte-là qui se passe, comment dirais-je, pour le pouvoir au Burundi n'a pas été discuté en tant que tel. J'ai l'impression que le pouvoir, si vous voulez, veut prendre les petits points de côté qui sont des points accessoires, sans pouvoir entamer une discussion franche sur le point central qui est 3e mandat ou pas. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression que le président burundais il joue la montre, il s'est dit, au fur et à mesure que les choses avancent, la situation ne se stabilisant pas, il laisse pourrir la situation. Donc à partir de là, il sait très bien qu'il en sortira vainqueur dans la mesure où, comme Daouda vient de le souligner tout à l'heure, l'opposition en face n'est pas très organisée, n'a pas de force pour pouvoir, comment dirais-je, contrecarrer, si vous voulez, toutes les voies légales et législatives ont été épuisées de mon point de vue, puisque partout où on va, on ne parle maintenant que de l'élection présidentielle, mais pas du fait du 3e mandat. Donc je pense que le président se dit maintenant, j'ai gagné la mise, donc je peux faire traîner les choses, je peux mettre les choses, si vous voulez, le curseur là où j'ai envie de le mettre. Donc à partir de là, moi ce que je regrette là-dessus, c'est-à-dire le futur du Burundi, c'est que si les populations vont énormément souffrir, tout simplement pourquoi? Parce que la communauté internationale, d'une certaine façon, vont essayer d'imposer un embargo au Burundi. Et ce sont les populations qui vont souffrir là-dessus parce que vous avez le président qui ne veut pas entendre des arguments de toutes les organisations internationales, qu'elles soient africaines, qu'elles soient, hors de l'Afrique. Et c'est dommage pour les populations burundaises. Alors justement, Malik, on va certainement vers une élection présidentielle dont le résultat ne sera pas reconnu par les instances, que ce soit africaines ou, enfin peut-être africaines, mais en tout cas par la communauté internationale, c'est peu probable. Quelles pourraient être les conséquences pour le pays? Difficile de voir, mais je pense que l'Union africaine doit prendre ses responsabilités. Encore une fois, quand il a fallu, suspendre des États africains, quand il y a eu par exemple un coup d'État, on l'a suspendu. Donc pourquoi ne pas rééditer ce même projet? On est dans une période où les peuples demandent, enfin c'est pas récent, les peuples ont toujours voulu un espace démocratique pour pouvoir s'exprimer, mais là nous sommes dans une situation où les peuples se révoltent pour avoir un meilleur accès à la démocratie et pouvoir s'exprimer librement. Donc j'espère que la communauté internationale, et notamment l'Union africaine, parce que ça doit être aussi l'exemple du continent, pour une fois, pour dire voilà, nous prenons acte de la situation
la situation au Burundi et nous agissons en conséquence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut isoler le Burundi sur la scène internationale pour isoler Pierre Nkurunziza? Je pense que ça sera la seule solution, même si les conséquences peuvent être néfaste sur un premier temps pour le peuple burundais. Maintenant, Jean-Marie et Daouda l'ont très bien dit, finalement, cette élection présidentielle, maintenant, on ne parle même plus sur la participation ou non de Pierre Nkurunziza, on parle de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on reporte? Est-ce qu'on ne reporte pas? Mais Pierre Nkurunziza, on ne pose pas la question, est-ce qu'il participe ou pas à cette élection? Cette question, elle a été effacée, et puis finalement, Pierre Nkurunziza, comme je l'avais dit précédemment, a bien gagné son mandat et son 3e mandat. Merci, nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.